refait le Mac, le podcast. Chaque semaine, vous retrouvez sur le site www.onrefaitLemac.com le débat high-tech numéro 1 en France. Cette semaine, nous allons mettre le cap sur l'iPhone 6. Tous les détails, eh bien, c'est dans le sommaire. Cette semaine, la fine équipe d'On refait le Mac se met sur les traces de l'iPhone 6, car les rumeurs se bousculent concernant la prochaine génération du téléphone d'Apple. Elles s'accordent toutes pour décrire un, voire deux modèles dotés d'écrans plus grands. Des maquettes de prototypes commencent même à circuler, tirées des dimensions des fabricants de coques qui sont déjà prêts à produire leur housse par milliers. Ce qui nous a donné l'idée de croiser l'ensemble de ces rumeurs pour réaliser une maquette du futur mobile à la pomme, histoire de se donner une idée précise une fois en main. Alors, ce design est-il crédible ? Quel impact aurait l'agrandissement de l'écran pour les applications ? Débat, on refait le Mac épisode 166 sur les traces de l'iPhone 6. Chaque semaine, retrouvez On refait le Mac sur Clubic à l'adresse www.clubic.com, le site référence de la high-tech en France. En Belgique, rendez-vous sur Belgium iPhone, le premier site de l'info iPhone iPad en Belgique. Et enfin, au Québec, retrouvez-nous sur Mac Québec, la communauté des utilisateurs des produits Apple au Québec. Avec comme chroniqueur, ou plutôt chroniqueuse cette semaine en duplex de son appartement parisien, mademoiselle Fanny Bouton. Comment ça va, Fanny ? Écoute, ça va bien, ça va bien. Je me prépare pour le festival de Cannes. Bien, Fanny qui est chroniqueuse pour On refait le Mac, pour Melty.fr et également pour les Feminist Party qu'on retrouve régulièrement au Hard Rock à Paris. Exactement. Bien, tu as bien révisé l'iPhone 6. Tu as préparé ta liste de vœux pour le prochain iPhone ? Oui, plein de choses. Mais bon, c'est une vraie liste, un vrai inventaire à l'après. On va voir ça. Autre chroniqueur habituel de On refait le Mac, vous le retrouvez chaque semaine ou presque dans cette émission, c'est Rodrigo Sepúlveda Schulz, investisseur, podcasteur et entrepreneur. Bonjour Rodrigo, comment ça va ? Bonsoir à tous, bonjour à tous, bon dimanche, joyeuse Pâques. C'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup d'émissions ces dernières semaines, donc on fait, voilà, d'un coup, on va essayer de faire, je dirais, de cumuler les souhaits. Et les souhaits parce qu'il y a beaucoup de fêtes et ce soir, roulement de tambour, c'est l'anniversaire de Paul Rony, notre anthropologue du Mac. Joyeux anniversaire. Merci. Alors on a prévu un gâteau, mais il sera pour plus tard, des gogos danseuses. Bon, on réserve ça. Après l'émission, le thème de l'émission plus sérieux, on a un cadeau quand même ce soir, c'est l'iPhone 6. On s'est mis sur la piste de l'iPhone 6, on va faire ensemble la chronologie des rumeurs si tu es d'accord. Elles se sont multipliées sur le net ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Ça a commencé par un site japonais qui s'appelle, j'ai oublié le nom, voilà, Mako Takara, qui a sorti à la stupeur générale, mon cher Paul, un plan assez précis avec les codes de l'iPhone 6. Déjà, tu peux nous dire un petit mot sur ce site, sur ce blog japonais qui n'est pas inconnu au bataillon. Mako Takara, c'est un blog qui sort de l'info Apple depuis maintenant plusieurs années. Et ils avaient sorti l'année dernière déjà des vues de l'iPhone 5C. Et ils avaient été très en pointe sur les mock-ups de l'iPhone 5C. Et ils avaient été dans les premiers à annoncer la couleur or de l'iPhone 5S. Donc on peut dire qu'ils sont plutôt bons, fiables forcément. Mais après on verra sur la durée si ces pistes semblent réalistes et crédibles. On va demander à nos différents chroniqueurs. Mais concrètement, ça a permis à pas mal de blogs sur Internet de sortir des infos, de les recouper et surtout de faire quelques modélisations 3D, comme vous pouvez le voir sur ces images, notamment réalisées par Martin Hayek, qui est un habitué de l'exercice depuis plusieurs années, mais également le site nowhereelse.fr qui a également réalisé des choses assez intéressantes. Et puis, il y a eu des révélations à différents niveaux, notamment Paul de 9to5Mac qui a jeté un pavé dans la mare en annonçant non pas mais deux versions de l'iPhone. Oui, une version 4,7 pouces, ce qui est déjà étonnant en soi, et une version 5,5 pouces, donc une phablette. Ouais. Donc ça laisse penser que l'iPhone 6 commence déjà à fuiter, il serait pour bientôt, mais n'allons pas trop vite. Ça nous a donné des idées, mon cher Paul. Ça nous a donné l'idée tout simplement d'essayer de faire une maquette de cet iPhone 6. Alors elle n'offre pas forcément le rendu d'un produit final. Alors j'ai vu que tu étais arrivé en studio avec des bodyguards. Est-ce que tu peux nous sortir le rendu de cette maquette ? Alors il ne s'agit pas d'imiter, encore une fois, je le répète,
un iPhone 6 ou un iPhone tel qu'il sera dans quelques mois ou dans quelques semaines, mais simplement de donner une idée, regardez, de sa prise en main et surtout son écran qui est vraiment plus grand. Ça, c'est pas un scoop, ça c'est la version 4,7 pouces. Hein, Exactement. Et surtout un produit d'une extrême finesse. Tiens, en quelques mots, tu peux nous expliquer comment il a été fait ce produit, puisque c'est ton frère, Olivier, on le salue, qui a réalisé ces images. Alors, ce produit, pardon. Il a été fait en PVC, donc c'est du plastique. Il a été sculpté et pour faire le bord, parce que comme on va le dire plus tard, l'iPhone 6 aurait des bords arrondis. Ils ont été faits en pâte à modeler, tout simplement. Il a été moulé, peint et l'écran a été fait. C'est une capture d'écran à la résolution prédite de l'iPhone 6. Alors le design, on le voit, il nous fait penser beaucoup, Paul, à l'iPod Touch qui est apparu il y a 2 ans maintenant dans le catalogue d'Apple. On le voit, la même finesse, alors a priori à peu près le même aspect et la même finition. Ça semble une piste crédible. Ça semble une piste crédible, mais on se demande quand même si Apple va repartir sur un tout nouveau langage visuel dès maintenant, après avoir homogénéisé sa gamme. Ouais. On va poser la question à nos différents chroniqueurs, à commencer par Fanny. Qu'est-ce que tu penses de cette piste concrètement? Est-ce que te semble crédible ce nouveau design, plus arrondi, extrêmement fin? Ça reprend pas mal les codes de ce qui existe aujourd'hui sur Android. Un écran plus grand égale un téléphone plus fin. Ben oui, moi je trouve que ça ressemble presque un petit peu au Samsung ou au HTC, mais du coup je pense que ça se diluerait de ce que font les concurrents, donc je suis pas sûre. Je suis pas sûre que ça aille vers ça, mais bon. Toi, tu penses qu'ils ont besoin de plus se différencier? Une solution de facilité. Ouais, je trouve que ce serait une solution de facilité ou voilà, ça manquerait de différenciation. C'est vrai que j'attends vraiment quelque chose d'un peu plus différent au niveau du design. Tu penses pas qu'ils pourraient se différencier par la qualité de fabrication, même si on le sait, et tu nous montrais avant de préparer cette émission un téléphone Android plutôt bien fini, que les progrès ont été faits du côté d'Android notamment. Oui, si, mais justement, je suis en train de te le ressortir. Voilà, c'est celui-là, c'est le HTC. Hein. Le M8, voilà, les finitions, si tu veux, quand tu as ça en main, tu te dis qu'on est proche de la qualité d'Apple. Et après, c'est difficile de changer les form factors maintenant, à part agrandir un peu les écrans, avoir presque du bord à bord, etc. Mais je sais pas, je voudrais quelque chose de différent. Vraiment, j'attends d'Apple là qui nous étonne un petit peu. Et là, pour moi, ce serait presque régressé, je trouve, quand je vois ce mock-up. Tu aimerais qu'Apple nous fasse l'effet waouh qu'on a eu lors des premières apparitions des premiers iPhones. On a tous été assez surpris du form factor des premiers téléphones tactiles par rapport à l'état de l'art du marché. On va poser la question à Rodrigo. Rodrigo, concrètement, qu'est-ce que tu penses de ce design, d'un modèle très fin, encore une fois, je remonte le mock-up, avec un écran plus grand qui reprend quelque part les codes de ce qui existe déjà dans le monde Android, et puis surtout qui rappelle un petit peu, beaucoup le design de l'iPod Touch. Rodrigo. Je vois souvent dans la rue des gens avec un téléphone qui ressemble à avec une pelle à raclette. Et je me demande pourquoi est-ce qu'on a miniaturisé tous les téléphones pour repartir à la gonflette et avoir des gros trucs collés à l'oreille. J'ai limite l'impression qu'ils ont un iPad collé à l'oreille. Donc c'est un peu bizarre, j'ai pas envie de ce gros truc. D'un autre côté, je suis passé de l'écran du 4 au 5, je me souviens même plus du 4, et je suis très bien avec mon écran de 5, donc effectivement s'il me rajoute encore une ligne ou une colonne sur le prochain, je me souviendrai plus de l'écran du 5. Donc c'est agréable d'avoir un petit peu plus d'espace à utiliser pour consulter. Quand même. Oui. Est-ce que je veux qu'il soit trop gros? Non, parce que je me promène en fait tout le temps avec mon iPad Air, qui est plus petit que l'iPad, qui est plus léger, et mon téléphone. Donc j'ai les deux et j'ai pas le même usage pour les deux. Moi, si tu me dis aujourd'hui quelle est la fonctionnalité que tu voudrais vraiment dans l'iPhone 6, je voudrais qu'il récupère de l'espace pour mettre une batterie qui dure plus que les 3 heures du matin. L'une des vertus d'avoir un téléphone plus grand, c'est de pouvoir aussi glisser une batterie plus grande, Rodrigo. On l'a vu avec notamment les iPads. Donc tu pourrais peut-être avoir ton vœu qui est exaucé, même si l'écran a tendance à consommer un peu plus. Tu parlais de l'iPad, Rodrigo, c'est aussi une des pistes possibles en matière de design. On a vu qu'il était assez similaire. Ça reste quand même, encore une fois, dans la signature du design d'Apple. On sait que Jonathan Ive est assez conservateur, entre guillemets, dans son approche du design. Il aime faire des designs relativement intemporels, Paul. C'est ce qu'il avait dit à la présentation de l'iPhone 5. On lui avait dit, mais vous allez garder combien de temps ces bords droits
façon iPhone 4, il avait répondu « Mais maintenant, l'iPhone, c'est comme une Porsche 911, il évoluera par petites touches. » Et c'est donc justement pour ça que je doute un peu de ce design. Et justement, qu'on en revient aussi au fait que l'iPod Touch, l'iPad mini et l'iPad Air constituent maintenant une gamme cohérente. Donc ça peut être cohérent que l'iPhone prenne ses bords légèrement arrondis, mais ce design précisément qu'on voit fuiter depuis quelques mois me paraît, pour moi, être un pas en avant trop grand qui ne correspondrait pas justement à ce vœu de Jonathan Ive. Oui, c'est encore une question qui est hors de propos. Moi, j'ai essayé d'utiliser mon iPad pendant quelques jours sans cover. J'ai trop peur de l'abîmer, de le péter, de ne pas le prendre. Donc forcément, je vais une cover dessus. Et du coup, quand tu mets une cover, ou une protection, ou une housse, tu appelles comme tu veux, le bord droit, le bord rond, le bord arrondi, on s'en fout, tout ça est caché par la cover. Oui, mais c'est quand même l'aspect d'un produit qui a quasiment défini un marché, qui est remis en cause maintenant par Apple, et donc on est en droit de se poser j'ai un iPhone 5 Gold. Tu le vois le Gold là? Je vois. Gold is best, Rodrigo. C'est vrai que c'est une opinion intéressante parce que le premier réflexe, il n'a pas tort, hein, des utilisateurs, c'est de mettre une couverture, mais il n'empêche, le design, c'est au moment de l'achat, c'est ce qui déclenche hein, et que ça a une importance surtout chez Apple et qu'on ne peut pas négliger ça. Il y a quand même un point important qu'a révélé l'ensemble des sites internet qui ont repris des images ou des rumeurs autour de cet iPhone 6 potentiel, hein, c'est une rumeur, on le répète encore une fois, mais ce serait quand même pas mal parce qu'il est extrêmement fin. C'est un point de détail mais qui change pas mal la donne dans l'ergonomie d'Apple. C'est donc le bouton de lock, hein, le verrou qui est sur le dessus qui permet de mettre en veille l'iPhone sur cet iPhone 5. Eh bien, il migrerait ici sur le côté au-dessus des boutons de volume, à l'instar des téléphones Android, Paul. Alors ça, c'est plus étonnant. Hein. J'ai du mal à y croire, personnellement. C'est très, très étonnant. Et surtout, ça ne correspondrait pas à la philosophie d'Apple. L'iPad, qui est quand même un très grand objet, a son bouton de lock sur le dessus. Et ça n'a jamais choqué personne. Ouais. Alors, parlons de ce qui est le plus visible lorsqu'on voit cet écran, ce téléphone. C'est évidemment l'écran plus grand. On a essayé et Paul notamment a essayé de matérialiser le gain d'espace, le gain en termes d'interface qu'on pouvait obtenir autour de cet iPhone. Alors regardez, on a déjà comparé l'écran de l'iPhone 5 avec celui de l'iPhone 6, donc on voit bien le gain d'espace pour le 4,7 pouces. On reviendra un peu plus tard sur le phablet et le 5,5 pouces. Là, il y a un vrai gain en termes de résolution, 1334 x 750 pixels. Hein, c'est ce que dit la rumeur aujourd'hui. Oui, c'est une homothétie, c'est 1 cm d'écran de plus sur chaque bord. Alors concrètement, qu'est-ce que permet cette nouvelle résolution? On a un espace d'affichage supérieur. Ça voudrait dire quoi? Que les anciennes applications ne pourraient pas s'afficher en plein écran? Exactement. Ça voudrait dire que les applications actuelles seraient affichées avec pas des bandes noires comme l'iPhone 5 qui gagnait juste en hauteur, mais un véritable cadre noir autour de l'interface qui serait absolument horrible. Ouais. Alors pour essayer de matérialiser ce qu'apporterait encore une fois l'arrivée d'un écran 4,7 pouces sur l'iPhone, on a réalisé donc une fausse capture d'écran d'un Springboard sur iOS 7. Hein. Le Springboard, c'est l'écran d'accueil hein, de l'iPhone. Et là, c'est criant, hein, le gain d'espace permet de gagner une ligne d'application, Paul. Une ligne d'application, 4 icônes de plus. On ne gagne rien en largeur sur le Springboard. Les applications sont un peu plus espacées et à mon avis, il est hors de question qu'Apple tasse ces icônes les unes contre les autres. On voit bien que sur l'iPad, ils ont préféré avoir énormément d'espace entre leurs applications, mais il est probable qu'ils proposent une ligne d'application en plus. C'est même pas probable, c'est sûr, étant donné que ça tient pile. Ouais. Pendant longtemps, chez Apple, le principal argument auprès des développeurs pour leur dire de rester dans l'univers iOS plutôt qu'Android, c'était que l'environnement d'Apple ne proposait pas de fragmentation importante, contrairement à Android qui a 50 versions d'écran. Cet avantage pourrait disparaître dans l'avenir chez Apple si les écrans se mettaient à grandir au niveau des iPhones, Rodrigo. Ben, c'est déjà le cas, hein. Il y a déjà 3 tailles d'écran. Tu as l'iPhone 4, l'iPhone 5, l'écran de l'iPad. Donc les applis iOS doivent prendre en compte cela aujourd'hui. On peut peut-être encore en rajouter une, mais ça commence à faire beaucoup, quoi. Donc là, ça va poser un problème au niveau des développeurs. Encore une fois... Mais tu vois, il ne s'agit pas d'avoir un truc genre qui s'étend par rapport à la largeur de l'écran, tu vois, comme un jeu. Tu penses, tu as des applications type Calendar, c'est une application qui offrait 3 jours. Quand elle passe sur l'iPhone 5, elle offre 5 jours. Donc il faut repenser en fait l'ergonomie du truc. Ouais.
Et ça commence à compliquer énormément les gestions de projet. Encore une fois, pour essayer de matérialiser ce que ça pourrait changer au quotidien pour un utilisateur, Paul, tu as réalisé une fausse interface, non pas de calendrier, mais de l'application Contact, qui réunit tous tes contacts dans ton téléphone. Alors voilà ce que ça donne. Concrètement, on gagne franchement en espace. On gagne quoi concrètement? Eh ben, on gagne la même utilisation que sur l'iPad, c'est-à-dire qu'on peut avoir la colonne de contact sur la gauche en mode paysage et la fiche contact affichée sur la droite. C'est-à-dire qu'en fait, en mode portrait, on va gagner probablement assez peu de choses, mais en mode paysage, on va développer de nouveaux paradigmes à mon avis et on va vers une nouvelle étape d'universalisation des apps. Et je voudrais revenir sur ce que disait Rodrigo et ce que tu disais sur la fragmentation. Il est probable qu'Apple, dans sa prochaine version d'Xcode, qui évolue par petites touches, se pousse vraiment ses développeurs internes à développer cette fonction qui s'appelle Auto Layout et qui permet en fait d'adapter une application à plusieurs résolutions sans que le développeur n'ait rien à faire. C'est-à-dire qu'on donne la résolution, on dit quelle plateforme on vise et Xcode se débrouille pour faire une interface assez propre. Ça veut dire quoi? Que demain, je suis développeur d'application, ou même je suis utilisateur, j'ai l'habitude de retrouver mon environnement, donc je passe de l'iPhone 5 à l'iPhone 6. Est-ce que je dois attendre que le développeur adapte l'application à ce nouvel iPhone? Il faut qu'il prenne en charge la résolution, il faut redévelopper, puisqu'on a vu, il y a un espace de travail, un confort en plus, donc il y a quand même un espace à occuper, où il y aura des astuces, comme tu l'as dit, qui permettront automatiquement d'adapter. Astuce ou pas, de toute façon, il faudra que le développeur active Auto Layout ou fasse son travail et resoumettre son application à Apple. Donc, comme on l'avait vu avec l'iPhone 5, il y aura un laps de temps de quelques mois où les applications ne seront pas optimisées. Fanny, quel est ton sentiment, ton opinion quand tu vois cet iPhone avec une ligne d'application en plus? C'est ton souhait? Ça te semble logique? Et surtout, toi qui connais également bien l'univers de l'application et des développeurs en général, est-ce que tu penses que ça va compliquer la tâche dans ce domaine? Alors écoute, je pense qu'on a vu clairement sous Android qu'au début tout le monde disait oui, mais vous vous rendez pas compte, il y a plein de tailles d'écran dans tous les sens, c'est compliqué et tout. On se rend compte que finalement les développeurs ils s'adaptent et que des fois grâce à des algorithmes ça fait même ça s'adapte automatiquement d'un écran à un autre sans trop de problèmes. On a vu aussi que chez Apple, c'est ce que disait Rodrigo, on est déjà à plusieurs tailles d'écran sur le iPhone. On a même les 2 tailles d'écran iPad, parce que faut pas oublier ça. Et on a eu les résolutions, parce que bon, l'iPad mini est enfin passé Retina, mais ça a aussi changé des choses par rapport au premier iPad mini. Donc je pense que s'ils rajoutent une taille d'écran, ça va être encore une mise à jour, un petit peu plus de boulot, mais finalement, je crois que les développeurs, ils se sont fait une raison et que ça rentre dans les cahiers des charges dès qu'il faut développer un nouveau logiciel et savoir ce que veulent les marques, quoi. Ça va dans le sens de l'histoire. Alors l'autre piste qu'on pourrait imaginer, c'est peut-être, il existe déjà des grands écrans dans la gamme Apple, on pense à l'iPad mini et l'iPad Air ou l'iPad tout court d'ailleurs. Est-ce que la solution ne serait pas celle-là, c'est-à-dire d'adapter les applications conçues pour une tablette pour un iPhone? Tu as une théorie assez intéressante à ce sujet, mon cher Paul. Oui, en fait, en calculant les résolutions, on s'aperçoit qu'en divisant par 2 la résolution de l'iPad, on tombe à quelques pixels près sur la résolution du possible iPhone 6. Donc je pense que Apple devrait aller dans ce sens-là et faire des applications réellement universelles au travers de toutes ces plateformes pour justement retrouver cet argument de la cohérence d'iOS. Et on avait vu les critiques sur iOS 7 sur iPad où les gens avaient dit iOS 7 sur iPad n'est qu'une version pour iPhone en plus grand. Ça avait vraiment un peu gueulé, notamment l'application musique qui était vide. Et là, je pense que ça ferait sens parce qu'on se retrouvait avec des applications qui seraient réellement les mêmes sur l'iPhone et sur l'iPad. D'ailleurs, regardez, on a également préparé une image où on compare la taille de l'écran de l'iPhone 6 possible avec celle d'un iPad Air. Et vous voyez qu'effectivement, il y a un gros écart, mais en matière de résolution, il y aurait peut-être des petites astuces pour trouver des raccourcis. Dernier point concernant l'écran, ça commence à être un petit peu la mode du côté d'Android. On peut peut-être poser la question à Fanny ou à Rodrigo, je ne sais pas. Vous avez vu arriver des écrans avec une fonctionnalité bord à bord, c'est-à-dire que l'image vraiment arrive à l'extrême limite du châssis du téléphone. Ça également, ce serait quand même un plus en matière d'interface. Vous y croyez? Vous avez essayé? Qu'est-ce que vous en pensez, Fanny?
Alors, je ne l'ai pas encore vu sur les smartphones, j'ai pas eu Notamment, c'est LG, hein, le LG G2 qui fait ça, Fanny. Voilà. C'est assez réussi. Je ne l'ai pas testé, mais bon, quand on voit ce qu'on arrive à faire sur les télés, je vois pas, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas sur un smartphone, même si c'est beaucoup plus petit. C'est forcément quelque chose qui va arriver. Et c'est un plus, en effet, parce qu'on gagne une taille d'écran sans avoir à changer la taille du smartphone. Donc, forcément, quand tu gagnes 3 mm, là, ce qui est à peu près de chaque côté, ça fait 6 mm de largeur d'écran sur un iPhone. Ben, sans avoir à changer le form factor, tu changes complètement. Donc voilà, moi j'y crois et je pense que ce serait vraiment un plus d'y aller chez Apple. Ouais, il y a même des rumeurs autour d'un écran court, mais on a vu qu'avec notamment le modèle d'LG, hein, de mémoire le Flex, c'est ça, Paul? Il y avait encore des progrès à faire, hein, notamment pour gérer des hautes résolutions. Ouais, c'est bien, le LG Flex, je l'ai eu, mais déjà il est gros pour le coup, c'est une vraie pelle à tarte. Et deuxièmement, cet écran courbe, moi j'y ai pas trouvé d'intérêt, que ce soit dans à part la prouesse technologique peut-être, en elle-même. Voilà, on a réussi à faire le premier écran courbe du marché. C'était marrant, mais voilà. Alors, habile transition, Fanny, tu parlais des phablettes, c'est l'autre rumeur surprise cette fois-ci, hein. On en parlait en préambule de cette émission, de l'arrivée non pas d'un mais de 2 modèles. Le deuxième serait équipé d'un écran plus grand de 5,5 pouces. Alors là, moi, les bras me sont tombés lorsque j'ai lu ces rumeurs. Donc plus que ce modèle. Tu parler italien, Nikors, là? Oui, si. Ecco, il arriverait plus tard en plus. Il n'arriverait pas en même temps que l'iPhone 5. Que l'iPhone 6, il y aurait vraiment des décalages de sortie chez Apple. Alors qu'est-ce qu'elle dit en gros la rumeur concrètement? La rumeur dit qu'il y aurait un problème de production sur les écrans qui seraient en cristal de saphir. Déjà, ce qui est déjà une énorme rumeur en soi. On sait qu'Apple du saphir. On sait qu'Apple aurait verrouillé la production pour 500 millions d'unités quasiment, ce qui couvre leurs besoins sur un an. Le problème, c'est que c'est une vraie arlésienne, cet iPhone 5,5 pouces, et on a du mal à voir comment Apple pourrait passer au format phablette sans déborder sur la gamme iPad et sans introduire un appareil hybride qui en fait aurait le cul entre deux chaises et ne trouverait pas sa place et probablement n'aurait peut-être pas le succès escompté. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'univers Android, Fanny, toi qui le connais mieux que nous, concrètement? On sait que les phablettes sont plutôt populaires dans cet univers-là. Est-ce qu'elles viennent cannibaliser concrètement, c'est le risque qu'a mis en avant Paul, les ventes de tablettes, notamment chez Samsung, LG ou autres? Alors moi, ce que je constate, c'est que soit on a les gens qui ont un petit smartphone, comme Rodrigo, et une tablette qui trimballent avec eux, et soit on a des gens qui ont une phablette et qui n'utilisent que ça la journée, et qui ont, s'ils ont les moyens, une grande tablette, mais à la maison. Donc voilà, ou un ordinateur portable. Mais c'est plus, j'ai plus l'impression que ce sont soit des femmes qui ont des sacs à main pour pouvoir les mettre, soit plutôt des ados pour jouer, pour regarder des films, etc. Mais voilà, je vois rarement des hommes ou des hommes d'affaires et tout avec une tablette, je vous avouerai. Des hommes d'affaires? Fanny, qu'est-ce qui t'arrive? Mon Dieu. Bon, non, bref. Mais des gens de la quarantaine. Avec des cravates, des costumes, des choses comme ça? Non. Et tout, voilà, j'en croise des fois. Voilà. Pas que des animateurs télé en t-shirt et veste, tu vois. Je ne vois pas. Donc, voilà. Bon, bien, ça fait plaisir. Rodrigo, ton avis sur les phablettes? On a un petit peu parlé en préambule de cette émission, encore une fois. Tu sembles assez sceptique quant à l'arrivée chez Apple d'un tel produit. Moi, personnellement, je n'y crois pas. Quel est ton avis? Je vois pas trop comment ça se s'insérerait dans une stratégie de gamme. Pour être très transparent, moi j'utilise un peu trop de produits Apple, j'en ai 4 que j'utilise quasiment au quotidien. Donc j'ai un ordinateur de bureau, évidemment, donc ça c'est le grand, j'ai un MacBook Air que j'adore, j'ai un iPad et j'ai un iPhone. Je vois pas comment j'insérerais le phablette au milieu là-dedans. Toi en tout cas c'est pas un usage que tu... Tu as une phablette, tu fais sauter la tablette et... Oui, il y aurait un vrai risque de cannibalisation, en clair, c'est ça en fait. Voilà, mais je crois que c'est pas non plus la bonne cible pour Apple pour une bonne raison, c'est ce que je disais, c'est que souvent la phablette c'est utilisé par des jeunes qui préfèrent Android parce que les produits sont moins chers. Et je vois pas Apple faire une phablette à bas prix.
Donc, du coup, ça n'aurait pas un marché. C'est pas un marché intéressant pour eux, je crois pas. Bon, alors, pour aller jusqu'au bout de ces thèses, de ces rumeurs qui se multiplient autour de l'iPhone 6, car il n'y a jamais de fumée sans feu, on sait bien qu'après, Apple, chaque année, se prépare un nouvel iPhone, donc il va arriver, cet iPhone 6. La question, c'est quand va-t-il arriver? Et la rumeur semble avoir une préférence pour une arrivée un peu plus tôt, au mois de juin, comme c'était le cas jadis chez Apple, qu'il a été reporté au mois de septembre. Tu y crois? Mois de juin, dans un mois, WWDC, nous serons en direct, soyez attentifs, soyez au rendez-vous. Une arrivée possible d'un iPhone dès le mois de juin. J'y crois parce que ça me semblerait logique avec ce qu'avait dit Tim Cook sur l'éclatement de son planning sur toute l'année et arrêter de tout compacter entre septembre et novembre. Oui. Par contre, je ne peux pas m'empêcher de sourire quand il dit ça, parce que je n'y crois pas une seconde, mais vas-y. J'y crois pas non plus, parce que toutes les rumeurs font état d'une WWDC entièrement consacrée quasiment au Mac et à iOS 8. Et à mon avis, il y aura énormément de choses à dire sur iOS 8 avec tout ce qu'on avait vu sur la santé et peut-être un futur produit Apple tirant parti de ses capacités. Donc je pense qu'il n'y aura pas de place pour un iPhone et que l'heure du renouvellement du 5S, on l'a vu, qui se vend encore très bien, n'est pas encore arrivé. Ouais. Surtout qu'à l'intérieur de cet iPhone, on n'en parle pas ce soir, parce que là, là, il faut avoir carrément la boule de cristal pour deviner ce qu'il y a dedans, mais il y a énormément de rumeurs sur ce qui pourrait arriver et énormément de capteurs. C'est aussi une tendance forte du monde Android. On l'a vu sur le Galaxy S5 dont on a consacré une émission il n'y a pas si longtemps et il a plutôt bien marché, merci à vous. Voilà, que plein de choses pourraient arriver autour de ça. Il faudrait que ça arrive à la WWDC et qu'on parle déjà du logiciel qui pourrait donc gérer ces capteurs qui arriveraient un peu plus tard. Surtout que d'ordinaire, on présente d'abord iOS et après l'iPhone, il faut laisser autant que la bêta s'installe, 2-3 mois. Voilà, on ne pourrait pas présenter l'iPhone en juin et en même temps qu'un iOS, il faut laisser aux développeurs le temps de rendre un peu plus robuste un système d'exploitation, Paul. Exactement. Donc ça me semble un petit peu tôt. Rodrigo, ton avis sur cette question? Il faut laisser du temps aux développeurs quand même de faire tourner iOS, on est bien d'accord? Ouais, si. Je pense pas que ce soit corrélé, j'ai pas l'historique récemment, mais ça me semble complètement décorrélé, iOS et les téléphones. Ouais, tu peux sortir un produit et sortir 3 mois plus tard une nouvelle version du système d'exploitation qui t'est repartie de ce produit. Ça te semble pas bon? Justement, tu remplis ce que fait Apple très très bien. Tu remplis la news dans tous les sens et tu te fais du marketing gratuit en relançant. Donc, au contraire. Et puis, on commence à être habitué avec Apple de lancer des produits bêta en version 0.0. Ouais. Donc 6.0 sera une bêta pour les gens qui prendront la suivante. Ouais. Et voire même maintenant, ils annoncent. Tu parles d'iOS 7, c'est ça? C'était la produit bêta ou de Plan ou de Siri. Et maintenant, ils annoncent des trucs c'est toujours en bêta qui sortent 6 mois après. On sait que tu faisais référence à l'instant, Rodrigo, mais également Paul, des promesses de Tim Cook de bouleverser un petit peu et de secouer un petit peu le cocotier pour qu'Apple nous sorte un peu plus de produits. Parce qu'en ce moment, c'est quand même un calme plat assez déconcertant. Moi, je pense qu'ils vont garder leur rythme. Vous allez voir, je mettrai ma main à couper, mais j'ai pas trop envie comme la coupe. Concrètement, qu'ils gardent le même rythme et que les sorties vont arriver plutôt à la rentrée. Malheureusement, et que tout ça, ça fait partie, et Rodrigo le sait bien, quelque part du marketing et de tenter de rassurer des marchés en disant vous allez voir, le meilleur est à venir, mais pour l'instant, que ce soit la télé, la montre et véritablement les prochaines générations d'iPhone qui font vraiment une vraie différence avec ce qui existe chez la concurrence, on l'attend encore, Monsieur Cook. Il faudrait peut-être vous manier un peu, là, ça commence à devenir long. Pour conclure sur cet iPhone 6, on sait que dans le passé, Paul, il y a eu beaucoup de désillusions, beaucoup de rumeurs qui se sont quand même avérées fausses. On pense notamment à la mésaventure de l'iPhone 5 qui devait sortir à la place du 4S. On a vu finalement que le 4S n'était qu'une évolution du 4. Tu te rappelles un petit peu de cette rumeur? C'était en 2010 ou 11 Oui, 2010. Et elle avait été très loin, cette rumeur. Elle avait été super loin parce que les fabricants d'étuis avaient été jusqu'à fabriquer des centaines de milliers d'étuis pour ce possible design en forme, on s'en rappelle, qui déjà, à l'époque, on disait qu'Apple allait s'inspirer de l'iPod Touch et faire un design en forme de goutte d'eau. Ouais, un peu le avec profil d'un MacBook Air, on voit l'idée. Et ça devait être de l'alu brossé comme l'iPod Touch. Finalement, rien du tout. Ça a été un iPhone 4S qui reprenait le design de l'iPhone 4 trait pour trait, à part l'antenne qui changeait légèrement.
Ouais. Et il y a eu des milliers, mais je dis bien des milliers de coques qui sont partis au pilon, hein, sachant qu'à l'époque, d'après nos sources, effectivement, les fabricants de coques s'engageaient auprès de certains clients en disant ne vous inquiétez pas, on est sûr que ça sort, on est tellement sûr qu'on prendra à notre charge la production de ces coques et on vous remboursera éventuellement. Si elles ne sortaient pas, elles ne sont jamais sorties. Là, rebelote, regardez ces images que nous sommes procurées auprès d'un fournisseur asiatique. Voilà, il propose déjà différents modèles de coques pour l'iPhone 6 dans différents coloris, dans différents exemplaires. Vous pouvez les commander. Comment ils se sont procurés ces images, Paul? Comment ils ont réussi à modéliser cet iPhone alors qu'il n'est même pas encore sorti des laboratoires de Cupertino? Il y a une technique pour ça, hein, c'est une technique de faussaire, hein, ce qu'on appelle la technique de la cire, Paul. Oui, alors l'employé, enfin plutôt, on arrive avec donc il y a un mock-up dans l'usine, on se prépare à travailler dessus et quelqu'un arrive avec un moule en cire et il suffit d'imprimer l'iPhone dedans et de refermer la deuxième partie dessus et ça fait une empreinte assez profonde et on peut surmouler un mock-up dedans et donc faire sortir des mock-ups un peu quasiment en série. Ouais. Ce qui permet donc aux fabricants de coques, hein, puisque c'est ça qui est intéressant, de faire très rapidement des pré-séries de coques au format standard de l'iPhone et surtout qu'au moment où l'iPhone sort en magasin, de pouvoir proposer tout juste ces coques parce qu'on le sait, au moment où on achète un téléphone, généralement on achète la coque, donc si on loupe le coche de la sortie du téléphone, eh bien c'est une grande perte pour les constructeurs de housses et d'accessoires en général autour du monde Apple. Donc ils sont très vigilants et ils sont prêts à payer très cher pour avoir ces coques de différents iPhones. Dernier point pour faire vraiment être complet, si vous aviez une liste de vœux à faire, mesdames, messieurs, autour de cet iPhone 6, quelle serait-elle? On va commencer par Fanny. Qu'est-ce que tu aimerais, toi, qui te semble indispensable qu'Apple implémente dans cet iPhone 6 très rapidement? Moi, je voudrais vraiment que l'écran soit un tout petit peu plus grand, mais pas forcément un 5 pouces. Je voudrais qu'il soit en effet un peu plus fin. Ouais. Le poids, non, parce que trop léger, finalement, c'est désagréable en main. On ne le sent pas. Et finalement, je me rends compte qu'avoir un poids et un bon équilibre, c'est important. Comme tu disais, un écran bord à bord, je serais ravie. Et pas que en largeur, hein, même aussi en hauteur, même s'il y a des... J'aimerais bien voir carrément un produit qui prend jusqu'en bas de l'écran, tout en haut, en bas, partout l'écran en fait. Oui, tu aurais pu forcément le bouton Home. C'est ça en fait. Ouais, hein. Ça, ce serait une vraie révolution. Le Yotaphone. Le Yotaphone fait ça, oui, le fameux téléphone russe. Mais il pourrait faire carrément un double écran avec vraiment deux écrans. Et la batterie, au revoir. La batterie, au revoir. Rodrigo, ton vœu le plus cher pour la prochaine génération d'iPhone? Une batterie qui dure plus longtemps. Oui, ça, j'en doute bien. Je crois que s'il pouvait la produire, il le ferait, mais c'est un peu compliqué. Ouais. Mais c'est toute la difficulté. C'est assez ridicule. Hein. Moi, le matin, je me lève, je vérifie, tu vois, mes mails, machin, un truc. Avant d'aller me brosser les dents, ma batterie est à moins de 80%, alors qu'elle était 100% chargée avant que je passe. Il y a un petit passage de l'Apple Store, mon cher Rodrigo. Ça, c'est 50%. Pour un échange standard, si je peux me permettre. Mais et vers 11h ou midi, il n'y a plus rien. Il faut changer d'iPhone et... Il faut arrêter Facebook. Il est tout neuf. Oui, non, mais oui, mais c'est mon téléphone maintenant. Non, mais je pense qu'il y a un souci. Ouais, mais t'as pris un gros truc. Il y en a des plus fines pour tenir la journée. Hein. Ouais. Mais regardez l'iPad Air. Je suis obligé de recharger 3-4 fois par jour, quoi. Pas déconner. Allez, vas-y, Paul. Bah, regarde. Attends, deuxième quand même fonctionnalité dont on a besoin dans cette ère de selfie absolue, c'est une caméra frontale qui soit de la même qualité que la caméra derrière. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui le selfie est le sport national sur les réseaux sociaux. C'est pour le Rodrigo et Emery Show que ça avoue. C'est le podcast qu'anime chaque semaine, ou presque. Rodrigo. Mais non, mais juste pour conclure sur la batterie, il me semble que tout le monde a hurlé à la présentation de l'iPad Air. Oh mon Dieu, il est super fin, il a un écran, ceci, cela, c'est fini pour la batterie. Oh mon Dieu, comme ça. Ouais, comme ça. Et l'iPad Air, finalement, avec une batterie, qui est de la taille de celle de l'iPad 4, voire même, je crois, un peu plus petite, tient plus longtemps. Donc il y a une vraie possibilité d'optimisation.
Et grâce au processeur, entre autres. Aussi. Oui, en fait, on a vu que la 7 était un miracle technologique. Et oui, on va se calmer sur les arguments, mais sur les termes en tout cas. Mais c'est ce qu'on a vu aussi dans les MacBook Air avec le Haswell. Ouais, voilà. Oui, mais on sait que le MacBook Air, c'est quand même une technologie assez éprouvée. Le monde de l'informatique en général depuis des années, qu'il n'y a pas forcément de révolution à chaque génération. Il y a de la place dans un MacBook Air. Il y a de la place, même si c'est assez condensé, pardon Fanny. Mais voilà, la difficulté, c'est que les gens veulent de plus en plus d'appareils photo puissants, d'écrans plus grands. De caméra selfie. Voilà, de plus en plus de fonctionnalités et d'un autre côté, ça bouffe. Donc c'est très difficile de trouver le juste milieu. On aura la réponse, j'espère, dès le mois de septembre, à mon avis. Et tes vœux, toi, quel serait Moi, j'ai une fonctionnalité. Alors, soit je suis un gros naze. Et ce sera pour conclure, Rodrigo. Ouais, mais sur l'OS, qui est les notifs, comment les passer à la trappe absolue, quoi. C'est l'horreur. Moi, chaque fois que je reprends mon téléphone, je peux pas utiliser la barre du haut, tu sais, qui est de back, forward, ou send, je sais pas quoi, parce que chaque fois j'ai 24 000 notifs qui apparaissent et pourtant je les ai désactivés. J'ai la solution, Rodrigo, ça s'appelle un écran plus grand. Merci, Rodrigo. On termine par toi, Paul. 128 Go de stockage, par pitié. Ouais, avec un prix raisonnable. Pas un prix à la Apple, s'il vous plaît. Et plus de modèles 16 Go. Fini. Au revoir. Être un minimum honnête avec les consommateurs. Et qui sortent, c'est tout. Oui, qui sortent. Vite, voilà. Et arrêtez aussi de rajouter 100 € à chaque capacité mémoire parce que ça marche plus, c'est fini. Bien, on a encore un peu de temps, donc on va revenir à l'actualité de la semaine, qui est de ces dernières semaines, puisqu'il n'y a pas eu d'émission ces dernières semaines, on n'a pas eu le temps de traiter ces sujets-là, à commencer par les résultats financiers, un thème qui met en joie, je sens déjà Rodrigo, puisque c'est son domaine de prédilection. Et bonne nouvelle, Paul, les ventes d'iPhone sont, à la surprise plutôt des analystes, en nette hausse par rapport au trimestre précédent. Regardez ces chiffres, cette magnifique courbe. 43,7 millions d'iPhone, donc c'est les nombres d'iPhone qui ont été écoulés lors du Q2 deuxième trimestre 2014. C'est 6,3 millions de plus que l'an passé. Comment on peut expliquer cette surperformance d'Apple, Paul ? Je me risque à une analyse. L'iPhone 5C, à mon avis, c'est beaucoup mieux vendu que ce que les gens croient. Et je pense que l'effet Touch ID a très bien joué en la faveur de l'iPhone 5S. Et je pense qu'il y a eu un marché de renouvellement et que ça a très bien marché. Et je pense que l'iPhone 5C, effectivement, est un produit qui commence à trouver son marché parce qu'on a vu qu'il commençait à baisser de prix un peu partout. Alors que c'est vrai que l'accueil a été assez froid de par le prix élevé de ce produit, qu'on attendait que ce soit un produit low cost. On sait tout de même, Rodrigo, et on en a beaucoup parlé lorsque nous avons fait notre émission en duplex d'Australie, c'était le bon temps, que l'iPhone arrivait enfin en Chine chez un opérateur majeur, China Mobile, qui à lui seul représente plusieurs centaines de millions d'utilisateurs. Est-ce que ce n'est pas là la botte secrète d'Apple pour faire progresser ses ventes ? Oui, je vais revenir à ma formule de base. Chiffre d'affaires est égal à prix unitaire fois quantité. Oui. Prix unitaire, ça y est, ils l'ont poussé vers les plafonds et les cieux. J'ai l'impression d'être à Dubaï, tu vois, au 120e étage à peu près. Donc, difficile de faire plus cher. Donc maintenant, on est obligé d'aller chercher de la quantité. La quantité, on a un petit peu saturé nos marchés. Donc on fait des nouveaux marchés, on ouvre de nouveaux pays. Et il y avait un énorme marché qui manquait, qui était la Chine. Donc la réponse est oui. Donc la réponse tient en deux mots. Ça s'appelle China Mobile, qui explique la progression de la vente de l'iPhone. 500 millions de users, tu vois, c'est un petit marché sympa. Ouais, et on le voit d'ailleurs, parce que lors des derniers résultats financiers d'Apple, pour la première fois, à ma connaissance, je peux me tromper, mais je pense que je ne me suis pas loin de la vérité, Apple a précisé le chiffre d'affaires, comme il le fait toujours par région, et a précisé pour la Chine. D'habitude, vous avez l'Asie. Eh bien non, et là, ils ont sorti la Chine. Et la Chine pèse pour 9,2 milliards de dollars. On n'est pas loin de rattraper l'Europe, qui est à 10,2. On voit bien que Apple a beaucoup d'ambition en Chine, même si ce n'est pas dans le low cost, et plutôt dans le premium, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux riches. On les voit à Paris, là, partout, les nouveaux riches qui se baladent, qui achètent du Chanel, du Vuitton. Ils achètent aussi de l'iPhone en Chine. L'autre bonne nouvelle, Paul, c'est les ventes de Mac. Et oui. Et ça, c'est cool. Ça fait plaisir. Parce que tout le monde commence à oublier que... Moi, j'ai même quelqu'un qui est venu me voir qui m'a fait « Mais Apple fait les ordinateurs » et ça m'a attristé. C'est surtout une bonne nouvelle parce que, de manière générale, et Steve Jobs était le premier à annoncer l'émergence de l'ère post-PC avec l'explosion de la vente des tablettes. On voit que les ventes de Mac continuent à progresser alors qu'ils avaient subi un petit... ralenti, ouais. C'était ralenti et que le PC, par contre, lui, dégringole carrément. Oui, et là, on retourne à cette situation où le Mac est en croissance et le PC en décroissance continue.
Et on le voit sur ces courbes, 4,136 millions de Mac vendus contre 3,9, donc c'est une progression honnête, sans plus. C'est étonnant parce que c'est vrai, il n'y a pas vraiment eu d'introduction de nouveaux modèles entre-temps, à part le Mac Pro. Est-ce que c'est un effet Mac Pro? Il faut vraiment vendre beaucoup. Je ne pense pas qu'il y ait un effet Mac Pro, par contre, je pense qu'il y a un effet baisse de prix MacBook Pro 13 pouces Retina. Tu penses que c'est ça qui a joué? Je pense que Apple fait quasiment... C'est important le prix, monsieur Apple, vous voyez, il faut dire. Oui, oui, un Retina à 1700 €, ça fait pas rêver. Un Retina à 1300, on peut commencer à discuter. Et un MacBook Air à 999 €, c'est juste un prix normal. Voilà. Donc je pense que les MacBook Air qui ont baissé de prix encore là et qui ne sont pas dans ces résultats-là, évidemment, vont jouer encore dans cette dynamique positive. C'est la semaine dernière. Mais je pense qu'il y a eu un effet baisse de prix sur la gamme Apple et que ça lui a fait du bien. Alors, dernier volet maintenant de ces résultats financiers qui a plutôt fait sourciller les analystes financiers qui suivent de près le dossier Apple, c'est les ventes d'iPad. Et la mauvaise surprise, Rodrigo, elles sont en net retrait, moins 16%. Les chiffres sont passés, regardez sur ces courbes, il s'est écoulé cette année 16,3 millions d'iPad contre 19,4 l'année dernière. Qu'est-ce qui se passe, Rodrigo? Ton analyse? Il y a peut-être un effet saturation par rapport aux cibles initiales. Ouais. On se disait, il y a plusieurs cibles qui étaient d'abord les early adopters. Eux, ils ont tous acheté un iPad, c'est clair. Ils ont tous acheté l'iPad 1, puis le 2, puis le 3. Au bout d'un moment, tu commences à avoir plein d'iPads à la maison. Tu vois, moi j'ai 2 gosses, on est 3 à la maison, donc on a 3 iPads, le 1, le 3 et le R. Et puis tu es riche. Normal. Faut le dire. Bon, ça va, je rigole, allez, avance. Pas assez riche, pardon, excuse-moi. Ça continue à fonctionner et tu ne l'upgrades qu'au moment où Apple s'amuse à se dire « Ah non, tu peux pas installer ça sur ton iPad 2, ça marche pas, il faut avoir l'iPad 3 Il s'amuse avec beaucoup de nouveaux jeux comme ça, ça passe plus. Donc il y a un effet saturation des early adopters, clair. Ensuite, il y avait une tentative de vendre les iPads dans les écoles. Ouais. Ce qui était une grosse campagne et avec des incentives pour le faire. Peut-être que les entre guillemets early adopters dans les écoles ou les premiers programmes ont boosté les ventes des premières années ou que ça n'a pas été renouvelé cette année. Ça le fait. Ensuite, troisièmement, évidemment, il y a eu la création du marché des tablettes qui à l'époque était que Apple, mais maintenant il y a des tablettes chez à peu près tout le monde. Donc on a des alternatives chez les autres. Donc effectivement, ça ralentit les ventes. Néanmoins, les ventes sont extrêmement intéressantes. Quand tu te dis tu vends à 2 chiffres en millions de tablettes, c'est quand même beaucoup par quarter. Est-ce que quelque part on peut, comme tout de suite on dit les analystes financiers, que ça y est, on sentait vraiment, je dirais, un ralentissement et un essoufflement, je dirais, autour de l'iPad et de la tablette en général, que c'était en gros un phénomène de mode qui commençait un petit peu à passer. Tu y crois, cette analyse-là, Rodrigo? Non, moi j'utilise mon iPad de plus en plus. En fait, pour être tout à fait franc, j'ai tout le temps dans mon sac maintenant, j'ai mon iPad Air. J'essaie de le changer d'ailleurs pour un modèle plus puissant, mais il fait la même taille, il est tout petit, il s'insère partout, il est plutôt très solide, sauf quand il tombe, donc pour ça que je l'ai changé. Le clavier ne marchait plus. Et j'ai souvent mon iPad Air en même temps. Donc tu vois, j'ai les deux. Mais maintenant, je fais mes rendez-vous avec mon iPad. Je peux faire ma prise de notes rapide dessus. Je peux surtout consulter, lire. Je suis abonné à plein de magazines sur. Donc tu n'es pas d'accord avec cette analyse-là? J'ai journaux dessus. J'ai tous mes PDF dessus. J'ai mon Kindle dessus. Donc, outil de consultation et de prise de notes rapide, l'iPad est très bien. Et pour bosser, j'ai aussi mon autre. C'est vachement bien. Je maintiens ce que je disais au tout début, à l'époque de la French Connection. La question est combien d'iPad on va avoir à la maison? Bon, un par personne, et on s'en sert à peu près tout le temps. Et les usages se développent. Il y a de plus en plus d'objets connectés chez soi. Il y a de plus en plus de choses que l'on peut faire avec. D'utile. Ce qui fait que ça se développe, l'usage. Et l'espèce de grand écran tactile qui permet de contrôler plein de trucs, c'est vraiment bien. Alors là, je vais me tourner vers la mère de famille de cette émission, même si on n'en a pas du tout l'air, croyez-moi. Fanny, il y a quand même une guerre des prix et je dirais vraiment du mal qui est fait à l'iPad avec des modèles un peu plus agressifs. En plus, c'est moins qu'on puisse dire du côté d'Android. Et là, je pense que ça a quand même un effet. Clairement, déjà, le prix, là, on voit des tablettes 7 pouces arriver à moins de 150 € et des tablettes qui sont très très bien, comme chez Acer, par exemple. Ils ont vraiment des modèles qui sont très mignons, là, qui vont arriver dans le courant du mois et c'est à moins de 150 €. Et pour des enfants ou des ados
trop parce qu'on se rend compte que même des consoles de jeux portables, ils en veulent plus, ils préfèrent une tablette parce qu'ils ont bien compris qu'on ne fait pas que jouer, on peut regarder des films, on peut envoyer des mails aux copains, on peut faire des hangouts avec ses parents, même quand ils sont au bureau. Ah, t'es en réunion, maman? Ouais, mais excuse-moi, mais j'ai un problème de devoir, tu peux appeler mes copains? Voilà. Et puis accessoirement, si on le casse, c'est moins grave, surtout à ce prix-là. Voilà, et 150 €, ben, on se dit, c'est pas les 600 ou jusqu'à 800, 900 € dans l'iPad. Et puis, c'est une génération qui, en plus, sur ce genre de plateforme, ils s'en foutent un peu, quoi. Ils passent du iPad à Android d'Apple à Android sans se poser de questions. Donc, ça peut faire du mal là-dessus. Après, je pense aussi que, en effet, on change moins souvent sa tablette que son téléphone. Son téléphone, on l'a tout le temps dans la poche, on le bigne, etc. On va avoir le meilleur de la technologie, le meilleur appareil photo. Le iPad, c'est dans l'applicatif que ça a vraiment évolué. C'est plutôt à la maison aussi. Voilà, mais non, même, c'est ce que disait Rodrigo, moi c'est pareil, maintenant j'emmène même plus MacBook Air sur certaines réunions, je fais mes prises de notes dans le iPad, je fous tout dans le Google Drive ou en Dropbox et je récupère tout sur l'ordinateur en rentrant. Et toutes ces applications, elles sont super pratiques et avant elles n'existaient pas sur les tablettes et on voit plein de trucs sortir. Là, Google Drive, eh ben, on voit que maintenant je peux éditer facilement le document que tu m'as mis là, le conducteur comme tu appelles ça, pour je peux écrire des choses dessus pendant qu'on en travaille. Ouais, je vais donner 3 exemples d'outils avec ça. Moi, je n'utilise pas Safari, mais Chrome sur tous mes écrans. Ça synchronise en fait ton historique de navigation, tes bookmarks, tes machins sans y réfléchir. Donc, quel que soit l'écran que tu utilises, ta consultation est évidente et ça synchronise avec, j'imagine, Keychain, tous tes mots de passe. Donc, t'as pas à ressaisir tout le bordel. Tu l'as fait sur l'un, ça marche sur l'autre. Moi, j'ai tous mes documents sur Dropbox synchronisés. Alors, j'ai 60 gigas dessus. Mais tout, donc j'ai toujours accès à tout. Et puis pour la prise de notes, tu vois, Evernote, ça synchronise tout. Donc tu te poses même plus la question. Ouais. Tout est dans le cloud, c'est facile. Et quelque part, tu peux le faire sur un iPad, ces 3 applis, ou sur Android, c'est pareil. Voilà, mais t'as pas besoin de la dernière tablette. Tu peux garder, tu vois, un iPad 3 suffit encore largement. Et bon, moi j'ai un iPad Air parce que j'ai eu la chance de l'avoir en test. Mais si ça avait été de mes deniers, je pense que j'aurais encore mon iPad 3. Comme on l'appelait, même le Retina. C'est ce qu'on disait, la même analyse il y a très longtemps avec les ordinateurs. Et quel intérêt d'avoir cette course à la puissance sur l'ordinateur de bureau, sachant que pratiquement tout est dans le cloud maintenant. Ton stockage, ta donnée, etc. Il n'y a plus besoin de vraiment stocker en local, sauf tes photos et tes vidéos, grosso modo, et ta musique si tu n'es pas connecté. Ouais. Bon, ce sera le mot de conclusion sur ce sujet. On aurait pu aborder également les questions de marge, mais elles sont subsidiaires. La faculté qu'a Apple aujourd'hui à acheter ses actionnaires plutôt qu'à sortir de nouveaux produits. Passons. On devrait aussi parler de la guerre Apple contre Samsung. On aura l'occasion d'y revenir dans cette émission, puisque le résultat du procès est arrivé en faveur d'Apple, mais avec une somme un petit peu dérisoire. On va plutôt passer directement à la réponse de notre concours. Fanny, si tu te souviens, le concours WD pour remporter 2 disques durs MyCloud d'une valeur de près de 149 € de mémoire. Alors, en quelle capacité le Western Digital, le WD MyCloud est-il disponible? Et la réponse était 2, 3 et même 4 Teraoctets. Et les gagnants sont, roulement de tambour, Fanny? Voilà, donc il s'agit de Vincent Garcia alias Vincent FP Garcia et Hugo Pires, donc @HugoPires4. Alors que les gagnants n'hésitent pas à prendre contact avec moi en m'envoyant un email à l'adresse olivier@onrefaitlemag.com, olivier@onrefaitlemag.com, et on passe tout de suite au coup de cœur. Allez, les coups de cœur, on commence tout de suite par Fanny. Bon, alors j'en ai 3 des coups de cœur. Il n'y a pas Cédric. Oh, mais tu te Rodrigues. Oui, mais quand même, on va essayer d'aller vite. Je n'ai pas été là pendant 3 semaines, alors voilà. On avance. Mon premier, c'est le jeu de chez Ubisoft, Child of Light. Ouais. C'est un RPG, mais poétique, beau. C'est des magnifiques graphismes. Et voilà, donc je vous le recommande. C'est vraiment un jeu magnifique. On y passe des heures et du bon temps. Et ça fait du bien. Ça fait plein de légèreté. Bien, voilà, premier coup de cœur. C'est mon premier coup de cœur. Mon deuxième coup de cœur, je l'ai reçu juste au début de l'émission, tu vois, j'ai ouvert le colis, mais déjà je suis fan avant même d'avoir lu la bande dessinée qui s'appelle Perqueros. C'est un groupe de rock
Et ce que je trouve de génial, c'est que vous allez voir là, il y a un petit logo. Et ben, ils se sont amusés. Vous pouvez trouver la playlist du groupe de rock qui est dans la bande dessinée sur Spotify. Et donc, j'ai un petit flyer pour aller télécharger l'album. Et ça me fait bien marrer. C'est bien. Je trouve que c'est marrant de rendre le monde de la bande dessinée multimédia. On avait déjà vu des choses avec des QR codes pour faire animer des vidéos à l'intérieur des bandes dessinées. Mais là, carrément créer un groupe de rock fictif et balancer son album sur Spotify, je trouve ça très marrant. Et mon dernier coup de cœur, c'est le HTC M8 qui est sorti il n'y a pas très très longtemps, qui est beau. Mais en fait, ce qui me plaît encore le plus, c'est sa coque. Voilà, c'est la coque dot. Et donc, vous voyez, quand vous fermez et ouvrez, ça fait apparaître les petits les caractères. Et vous pouvez même décrocher, vous avez le nom de vos correspondants qui s'affichent ou les SMS en dot. Cette protection, elle est tactile. Je trouve ça super bien foutu. Voilà. Bien. Merci Fanny. Rodrigo, de ton côté, quel est ton coup de cœur ou tes coups de cœur ce soir? Écoute, je sais pas si tu vois mon poignet depuis tout à l'heure, on en a déjà parlé, mais ça y est, je suis devenu un hipster. Je me suis fait avoir à l'Apple Store de 5e Avenue à New York. Bah tiens. Bah tiens, regarde-moi ça. J'ai embrassé un petit peu comme Alain Delon, j'ai une Jawbone. J'ai une Jawbone Hope 24 qui synchronise en Bluetooth. Ça sert à quoi? C'est mieux la musique. C'est un podomètre, ça sert à odomètre, je sais plus trop ce qu'on dit. Ça sert à mesurer le nombre de pas que tu fais dans la journée. Donc l'idée c'est que c'est totalement social, etc., comme tous les autres trucs wearables. Mais ça te dit, il faut que tu fasses 10 000 pas par jour pour dépenser des calories. Et puis ça regarde ton activité. Donc tu as une petite application très sympa sur iPhone qui synchronise sans rien faire. Avant, je te montre, avant il fallait l'ouvrir là et il y avait un petit jack, il fallait le brancher sur l'iPhone, ça synchronisait avec le son, c'était assez chiant. Alors il faut toujours le faire une fois par semaine pour le recharger. Mais là, ça synchronise et ça te dit voilà. Si tu n'oublies pas, il y a un petit bouton ici, tu appuies en te couchant, tu dis tiens, je m'endors. Et quand tu te rallumes, tu le réappuies dessus. Et puis sur l'application online, tu peux synchroniser. Ça ne détecte pas automatiquement. Oh, c'est un peu décevant parce que moi j'ai des solutions qui détectent automatiquement. Sur la timeline, sur l'appli, il te dit est-ce que tu étais endormi entre telle heure et telle heure. D'accord, ok. Allez, autre coup de cœur, Rodrigo. C'est pas mal pour les wearables, assez rigolo. Deuxième petit coup de cœur que j'ai ramené du MoMA, mais ça se trouve ailleurs, hein, du MoMA. Il a été à New York, vous l'aurez compris. À New York. Oui. C'est jamais un livre. Non. Du papier. Ouais. C'est original. Le monde analogique? Tu fais l'apologie du monde analogique? Ouais, alors c'est un livre vachement sympa qui est en bois. Je sais pas si tu vois. Oui. Le papier, c'est du bois. Le papier, c'est du bois, Rodrigo. T'as du noyer. Non, mais là, la couverture est en bois. Oui. T'as du noyer. Ou du je sais pas quoi, un truc un peu plus blanc. Alors ce qui est sympa, c'est que ce livre, pour le lire, regarde, t'es prêt? Oh. Ah oui, je l'y ai fait, Rodrigo. C'est une lampe. Joyeux anniversaire, Rodrigo. D'accord. C'est une lampe. Donc cette lampe, tu peux l'utiliser, regarde, pour lire comme ça. Tu peux la poses comme ça. On a perdu Rodrigo. Elle va revenir. Voilà, il revient. Ouais. Tu peux la poser comme ça à plat. Tu peux la poser vers le bas. Tu as plein d'effets différents pour la mettre. Tu peux combiner différentes lampes ensemble. Et ce qui est sympa, c'est que cette petite lampe, donc Lumio, se recharge en USB. Alors ça se voit presque pas, c'est ici. Et c'est de plus bel effet sur ta table basse ou à côté de ton lit quand tu veux avoir un petit peu de lumière. Si et l'effet waouh est toujours énorme avec tout le monde. Je claque. Merci Rodrigo. Paul, quel est ton coup de cœur ce soir? Alors moi ce soir j'en ai deux. Le premier c'est ça. Tiens, donne-moi la... C'est quoi ça? Alors ça, c'est le mock-up de l'iPhone 6 réalisé par mon frère de ses blanches mains, Jean-Baptiste. Ouais. Jean-Baptiste, il a appelé Olivier tout à l'heure, mille excuses. Que vous pouvez retrouver sur son Twitter. Et ça me fait penser l'iPad, que Jean-Baptiste, lui, il fait quelque chose, c'est qu'il est dessinateur, graphiste et scénographe. Et il a fait une expérience maintenant, il travaille quasiment plus qu'avec son iPad. Et vous pouvez donc voir ses dessins sur son fil Twitter, ça s'appelle Les Danseuses de JB. Et il dessine quasiment exclusivement sur son iPad. Tu m'expliques pourquoi je l'ai appelé Olivier? Bon, c'est pas grave. On continue. Et mon deuxième coup de cœur, c'est un peu moins drôle. C'est une association qui s'appelle Enfants sans cancer. Voilà. Et je pense qu'ils ont besoin de votre aide. Je porte le maillot, j'ai les autocollants. Le maillot, je dirais même. Vous pouvez leur faire des dons. Vous pouvez les retrouver sur leur page Facebook et sur leur fil Twitter. Vous pouvez retrouver leur marraine avec qui j'étais en contact, qui s'appelle Thaïs Garcia, sur son fil Twitter et sur sa page Facebook. Et elle a un projet assez intéressant pour étendre donc le rayonnement de son association. Et je vous invite à les soutenir. Voilà. Voilà un coup de cœur, un beau coup de cœur. Merci, merci Paul. De mon côté, c'est moins original, mais c'est une nouveauté qui si vous utilisez
la gamme d'enceintes sans fil Sonos chère, notamment à Cédric dans cette émission. Vous allez l'apprécier. C'est la nouvelle version qui devrait arriver dans les prochaines semaines. J'ai eu la chance de l'avoir passé pas très loin de chez moi. C'est une nouvelle version qui tient parti, bien sûr, du design d'iOS 7, assez épuré, mais il y aura des nouvelles fonctionnalités, vous allez voir. Un nouveau moteur de recherche unifié pour retrouver aussi bien ses radios, ses morceaux de musique, qu'ils soient dans l'iPod, dans l'iPhone, dans l'iPad, dans le Mac. Bref, tout est réunifié, mais aussi sur Qobuz ou Spotify. Ça va arriver très vite, surtout qu'il y aura d'autres surprises. Soyez au rendez-vous. Sonos, avec Qobuz, c'est super. Sonos, la nouvelle application, elle va arriver très prochainement. Soyez au rendez-vous. Et puis, un grand coup de chapeau. Ce soir, il n'est pas là, donc on pense à lui très fort. C'est Cédric qui est un nouveau papa. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas là. Il est en train d'être papa pour la seconde fois. Donc on pense très fort à lui et on pense également fort à Monsieur X qui est retenu pour son travail. Donc il sera là, rassurez-vous, très prochainement dans cette émission. Vous retrouvez très prochainement Fanny à l'occasion d'une Fanny's Party. Quel est le rendez-vous que tu donnes aux fans geeks sur la place de Paris, Fanny ? Rendez-vous le 27 mai, comme d'habitude, au Hard Rock Café. Et on a déjà de très belles marques comme Sagemcom qui seront là avec, il y aura entre autres un magnifique cadeau à gagner. Un des plus beaux cadeaux qu'on ait fait jusque-là. Voilà, c'est-à-dire que non seulement on rencontre des gens passionnés, mais en plus on peut découvrir les dernières nouveautés du marché, ce qui est bien agréable. Rodrigo, vous le retrouvez presque chaque semaine dans Refait le Mac, en forme comme vous pouvez le voir. Rodrigo, et puis également sur ton podcast, le Rodrigo... rappelle-moi ça, Rodrigo et Emery Show. Emery Rodrigo Show. Ouais, on fait ça pour rigoler de temps en temps, quoi. Ouais, c'est rigolo. Bon. Et je vais le dire ici, c'est un grand secret, mais on joue des personnages dans le Emery Rodrigo Show, c'est pas exactement nous. Tu joues un peu un personnage aussi dans Refait le Mac, tu peux le dire aussi. Ah, ça, toi? Ah non, c'est vraiment lui. Hein. Non, il joue un personnage. C'est bien. Non, en vrai, il est pire. Je ne le dirai sous la torture que dans le Emery Rodrigo Show. Tu vois, faut regarder les deux pour avoir les infos, tout ça. Bien, merci. Beau placement produit, Rodrigo. Merci Rodrigo. Paul, on te retrouve sur Internet, on te retrouve dans Refait le Mac, on te retrouve sur ton blog Macofi Talk. Voilà, il y a des beaux articles en préparation là qui seront publiés très bientôt. Voilà, et puis tu remercies encore une fois ton frère pour cette magnifique maquette d'iPhone 6. Jean-Baptiste, donc, voilà, je l'ai dit. Et je vous donne de mon côté rendez-vous dès la semaine prochaine pour d'autres surprises dans Refait le Mac. Au revoir.